réalisé au service de pédiatrie CHU Hassan II de Fès. Comme introduction, la maladie de Villebrand est une maladie hémorragique héréditaire qui est très fréquente mais sous-estimée, avec une prévalence estimée à 1% dans la population et une fréquence très élevée des formes symptomatiques qui est plutôt très faible, estimée à 1 sur 10 000. Elle est due à une anomalie quantitative ou qualitative du facteur de Villebrand qui joue un rôle important dans l'hémostase primaire en assurant l'adhésion et la dégradation plaquettaire et dans la coagulation en assurant le transport et la protection du facteur 8. Il existe 3 types. Le type 1 qui est dû à un déficit quantitatif partiel, le type 2 qui est dû à un déficit qualitatif et le type 3 qui est dû à un déficit quantitatif total. C'est une pathologie qui est très hétérogène sur le plan clinique, phénotypique et génétique, d'où la difficulté diagnostique. Notre étude est une étude rétrospective descriptive qui est menée au sein de l'unité d'hémato-oncologie pédiatrique du service de pédiatrie de CHU Hassan II de Fès sur une période de 9 ans allant du 1er janvier 2011 au janvier 2020. Concernant les données épidémiologiques, durant la période de l'étude, 21 patients ont été colligés, avec un âge moyen au moment de diagnostic de 5,4 ans, avec des extrêmes allant de 10 mois à 14 ans. Les patients de notre étude sont répartis en 14 garçons et 7 filles avec un sexe ratio de 2. La notion de consanguinité a été retrouvée chez 8 patients. Elle était de premier degré chez 5 patients, de deuxième degré chez 2 patients, de troisième degré chez 1 patient. Un antécédent familial de syndrome hémorragique a été retrouvé chez 4 patients. Un antécédent personnel de syndrome hémorragique après un traumatisme minime ou spontané a été retrouvé chez 15 patients, avec des échymoses et des épistaxis chez 13 patients. Un saignement labial après un traumatisme minime chez 4 patients et un saignement post-circoncision chez 3 patients. Les manifestations hémorragiques ont été dominées surtout par les hémorragies cutanées muqueuses, avec notion d'épistaxis chez 5 cas. Un bilan préopératoire a permis de poser le diagnostic de la maladie et a suspecté la maladie chez 5 cas. L'hémorragie digestive et l'hémarthrose étaient le mode de révélation chez 4 cas pour chacune. Les ménométrorragies et le saignement post-vaccinal chez 2 cas. L'hématurie, l'hématome et un saignement prolongé post-extraction dentaire chez 1 cas pour chacune. Devant tout syndrome hémorragique, on a réalisé en premier un bilan biologique standard de première intention. Le TSA a été allongé chez 13 patients, soit 62% des cas. Le TP et le taux de plaquettes étaient normaux chez tous les patients. Afin de poser le diagnostic biologique de maladie de Villebrand, il est important de réaliser 3 tests qui sont indissociables. C'est la mesure de l'activité du facteur par l'activité cofacteur de la ristocytine, qui est la méthode de référence, le dosage de l'antigène de facteur de Villebrand et le dosage du facteur 8. Donc l'activité était basse chez tous les patients avec une moyenne de 19%. L'antigène était bas chez 17 patients, soit 80% des cas avec une moyenne de 30%. Le facteur 8 était bas chez 13 cas avec un pourcentage de 62% et une moyenne de 24%. Afin de déterminer le type exact de la maladie de Villebrand, on a calculé le rapport activité sur antigène. La maladie était de type 1 chez 14 patients, avec un rapport qui était supérieur ou égal à 1, de type 2 chez 7 patients, avec un rapport qui est inférieur à 0,7. A noter que le rapport facteur 8 sur antigène de facteur de Villebrand était supérieur ou égal à 1 chez tous les patients. Les examens de deuxième intention qui permettent de préciser les sous-types ne sont pas faites vu l'indisponibilité au CHU. La prise en charge thérapeutique dans notre série a été basée sur les traitements adjuvants via la disponibilité des traitements spécifiques à base de dysmopricine avec une substitution par les concentrés de facteur de Villebrand, plus ou moins le facteur 8. Le traitement adjuvant était à base de PFC chez 21 patients au cours des épisodes hémorragiques. Un traitement martial était indiqué chez 17 patients. Le traitement antifibrinolytique par voie injectable ou par voie locale chez 12 patients. Un traitement hormonal est indiqué chez 3 patientes. La transfusion chez 7 patients. Le traitement orthopédique a été indiqué chez 3 patients. L'évolution était marquée par la survenue d'épistaxis chez 7 cas, l'hémorragie digestive c'est 4 cas, et les ménométrorragies chez 3 patientes. Les gingivorragies, les marthroses et les maturées, un cas pour chacune.
Donc, passons à la discussion. La maladie de Villebrand est une maladie hémorragique héréditaire décrite par la première fois en 1926 par Éric Villebrand. Elle est de transmission autosomique dominante pour le type 1, le type A2, B2 et 2M, et de transmission autosomique récessive pour le type 3 qui est sévère et pour le type 2N. Elle touche les deux sexes et elle est caractérisée par un déficit quantitatif et qualitatif de facteurs de Villebrand, ce qui contribue à un trouble de l'hémostase primaire et secondairement de la coagulation. Donc, la symptomatologie hémorragique révélatrice était dominée le plus souvent par des hémorragies cutanéo-muqueuses type ecchymose, gingivorragie épistaxique, ménométrorragie et hémorragie digestive. Parfois, la maladie peut être révélée par des saignements prolongés après un geste opératoire type extraction dentaire, circoncision et amygdalectomie. Les hématomes musculaires, les hémarthroses et l'hémorragie cérébrale qui sont graves, elles sont très rares et sont rencontrées surtout dans les formes sévères type 3 ou dans les formes 2N. Donc, devant un syndrome hémorragique, il faut réaliser en première intention un bilan d'hémostase primaire, un taux de plaquettes à la recherche de thrombopénie qui peut exister dans le type N2, un bilan de coagulation à base de TP et de TCA. Notez qu'un TCA normal n'exclut pas le diagnostic. Afin de déterminer le type, il faut réaliser les 3 tests indissociables, l'activité et l'antigène de facteur de Villebrand et le dosage de facteur 8, avec des calculs obligatoires des rapports activité sur antigène qui est proche de 1. Dans le type 1, on a une diminution qui est proportionnelle de l'antigène de l'activité, qui est inférieure à 0,7 dans le type 2 et qui est non applicable dans le type 3. Le dosage du rapport facteur 8 sur l'antigène de facteur de Villebrand est supérieur ou égal à 1 dans tous les types, sauf dans le type 2N qui est inférieur à 0,5. Afin de préciser les sous-types exacts, il faut faire des études moléculaires du gène de facteur Villebrand avec des tests phénotypiques biologiques, à type étude des multimères de le plasma, le test REPA, la liaison du facteur au collagène et sa capacité de fixer le facteur 8. Il existe 3 types. Le type 1 qui est dû à un déficit quantitatif partiel en facteur de Villebrand, c'est le type le plus fréquent, il touche 70% des patients. Le type 2 qui est dû à un déficit qualitatif en facteur de Villebrand, il touche 20 à 25% des cas avec une répartition sensiblement identique des 4 sous-types. Les 4 sous-types 2A, 2M, 2B sont dus à une anomalie d'interaction du facteur avec la glycoprotéine plaquettaire G1B. Le type 2N est dû à une anomalie d'interaction avec le facteur 8. Le type 3 est dû à un déficit complet du facteur de Villebrand. Elle concerne moins de 5% des patients et c'est la forme la plus sévère. Concernant la prise en charge thérapeutique, elle repose sur un traitement spécifique à la base de desmopressine, qui est un analogue synthétique de vasopressine, de l'hormone antidiurétique, qui entraîne la libération de facteurs de Villebrand endogènes stockés dans les cellules endothéliales. On utilise surtout la forme injectable. Elle permet une augmentation de 2 à 4 fois de taux sérique de facteurs de Villebrand et la substitution par des concentrés de facteurs de 20 Villebrand avec plus ou moins le facteur 8. Les traitements adjuvants sont toujours indiqués à base d'antifibrinolytiques, la transfusion, le traitement martial, le traitement hormonal, le traitement orthopédique et la perfusion de PFC et sont discutés cas par cas, à ne pas oublier de toujours indiquer les mesures hygiéno-diététiques. Donc, en conclusion, la maladie de Villebrand a connu au cours des 40 dernières années des avancées considérables dans la compréhension de ces mécanismes, son diagnostic et sa prise en charge thérapeutique. Malgré toutes ces avancées, cette maladie reste encore mal connue et sous-diagnostiquée. Des progrès restent à faire en matière de sensibilisation, d'information, de diagnostic et de traitement. Merci.